Bonjour à toutes et à tous. On va commencer parce que je crois que l'essentiel, évidemment, c'est le petit pot convivial, hein, comme toujours. Donc, on va essayer de ne pas être trop long avec Fouad pour vous montrer ce projet. La petite difficulté, mais vous en êtes conscients, je pense, comme nous, c'est que certains d'entre vous, voilà, dans les conseils, etc., en ont déjà beaucoup entendu parler et on est désolé, on ne pourra pas vous apporter énormément d'éléments nouveaux. Quelques visuels pour ceux qui n'auraient pas vu la presse ce week-end. Alors d'abord peut-être un mot là-dessus justement. Hein, pourquoi est-ce qu'on fait cette présentation aujourd'hui? Marion et Florian le savent bien. On avait cette idée depuis quelques temps déjà, mais on ne pouvait pas légalement. Il faut noter peut-être un mot s'il le souhaite, par rapport aux conventions de marché public, par rapport au vote aussi de la métropole. Vous savez qu'il y a une actualité du Conseil métropolitain assez chaude en ce moment. Et jeudi dernier a été présenté le projet et voté à l'unanimité, je crois, d'ailleurs, par les conseillers métropolitains. Et on n'avait pas le droit de communiquer avant. Voilà. Donc, jeudi, il y avait peut-être une petite incertitude, donc on s'était dit, on avait hésité sur vendredi, on s'est dit, bon, mardi, ce sera plus. Voilà donc pour ce projet, et certaines et certains d'entre vous qui viennent d'arriver dans la composante, et quand même pas mal de changements cette année, ne connaissent peut-être pas trop le projet, sauf quelques articles de presse. Donc, on s'est dit que c'était quand même utile de reprendre d'abord pourquoi ce projet, comment il a été mis en œuvre, quelles ont été les étapes, ça pourrait vous l'expliquer avec sa pédagogie tout à fait adaptée, excellente comme d'habitude, et puis quelles sont les étapes qui nous restent et les différents enjeux de ce projet pour septembre 2025, puisque c'est l'échéance. Alors l'introduction, je vais aller très vite, pour une fois je vais respecter mes promesses, parce que j'ai faim et soif. Donc, la faculté, hier, aujourd'hui, demain. Alors, hier, comme vous le savez, le droit, ça fait quand même longtemps qu'on l'enseigne à Orléans, puisqu'en 1235, même avant l'université 1306, il y avait déjà une école de droit réputée, etc., à Orléans. Et puis, il y a eu cette renaissance que j'ai mis au milieu, là, avec Roger Secrétin, avec le recteur Gérald Antoine. 60, vraiment le lancement. Secrétin était venu en 59 à la mairie d'Orléans, et il a ce projet depuis longtemps, de recréer une université à Orléans. Pourquoi? Pour faire d'Orléans la capitale régionale, de la région centre, comme on dit à l'époque, on ne dit pas encore centre-val de Loire. Et puis demain, c'est ce petit clocheton là qu'on aime beaucoup, et qui est déjà le logo du club des partenaires de la fac de droit, économie et gestion, grâce à Marion, ce petit clocheton avec aussi une clé USB. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais simplement pour vous montrer l'histoire prestigieuse de cette université. C'est, bien sûr, et les juristes le savent, l'école de droit d'Orléans, qui a été connue dans toute l'Europe, c'est-à-dire à l'époque, on peut dire mondialement, comme Oxford, Salamanque, Bologne, etc. Voilà, les glossateurs et les post-glossateurs, des étudiants célèbres, Calvin, Molière, Perrault, bien d'autres. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, vous dites que Calvin a été étudiant en droit à l'Université d'Orléans, bon, c'est quand même pas mal. Et puis de grands professeurs, jusqu'à une date récente, et qu'on a bien connue. Là, il y en a quelques-uns qui sont encore en vie. Et voilà, Jean-Paul Paulin, par exemple, pour les économistes. Bon, Édouard Philippe, il a fait le passé, mais bon, il a été à Matignon après. Et puis, les grands-pères fondateurs, comme on les appelle avec Fouad, Henri Jacot, Michel Pertuis, Philippe Breton, Joël Monéger, etc. Des ministres comme Léo Hamon, Roger Gérard Schwarzenberg, etc., etc. Le projet, en 1966, pourquoi est-ce qu'on est ici? Et pourquoi c'est très agréable, ce campus vert? C'est le projet de Roger Secrétin et du recteur Gérald Antoine. On ne désirait pas encore éco-campus à l'époque, on disait campus chlorophylle.
hein, ou vous avez peut-être déjà entendu Oxford-sur-Loire, c'est-à-dire faire un campus en quelque sorte à la campagne, ça veut dire. Et donc, c'était très original en France, c'était le premier. On disait un campus à l'américaine aussi. Hein. Bon, après, et on le sait bien, c'est encore un peu le problème aujourd'hui, un campus à l'américaine, ça veut dire des restaurants, des bars, des cinémas, des théâtres, etc. Alors, il y a eu des progrès, par exemple, il y a quelques années, on a beaucoup discuté avec Philippe, hein, Tanchou, pour le bouillon, par exemple, ça a été un progrès, parce que c'était prévu dès le départ, et il a fallu 50 ans pour que l'État respecte sa promesse de faire un centre culturel. Et l'idée, je termine sur ce slide, pourquoi la source? Roger Sauternes a beaucoup hésité, hein, donc le maire de l'époque, hein, il avait envisagé la Dauphine, il avait envisagé la Cité Colline, il avait envisagé le quartier-gare, qui était un terrain à l'abandon, en quelque sorte, à plusieurs hectares en plein centre de la ville et à proximité des lycées. Ça a failli être quartier-gare, à la place donc, de la place d'Arc, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui a été décisif? Il voulait accueillir, c'est une très bonne idée, des centres de recherche qui étouffaient à Paris. Il manquait d'espace déjà, hein, il y avait évidemment une spéculation foncière et immobilière très importante, en particulier deux, le CNRS, le Berger, en leur offrant des hectares à l'orée de la Sologne. Et c'est ce qui s'est fait, et donc ça a été cette décision d'apporter le campus à la source, qui était une très bonne décision, parce qu'aujourd'hui encore, vous le savez, et je salue mon ami Paul, qui est vice-présidente du conseil d'administration de l'université, une des forces de l'université d'Orléans, c'est ce campus scientifique, hein, CNRS, BRGM, INRAE, et maintenant avec le campus également agro. Hein. Sur notre implantation, et volontairement pour vous surprendre un peu, parce qu'on va parler de Madeleine, j'ai mis aussi ce qu'on trouve sur notre site, hein, tout simplement, pour la fac de droit, Bourges et la magnifique cathédrale, et le château Raoult, hein, la préfecture de l'Indre à Châteauroux. Oui, nous avons de multiples campus, hein, et le paradoxe étant que nous sommes au cœur de Bourges, avec l'école, au cœur de Châteauroux, avec l'éco-campus Balzan, et nous sommes à Orléans, sur un beau campus arboré, mais à 11 km du centre-ville, ce qui pose une difficulté pour une faculté de droit, économie, gestion. Pour une fac de sciences, pour une fac de médecine ou pour les labos CNRS, ce n'est pas un handicap d'être à 11 km. En revanche, pour une fac de droit ou, et ça ne nous concerne pas directement nous, pour une fac de lettres, il y a des inconvénients à être loin du centre-ville. C'est pour ça qu'en 2004, la première idée qui avait germé, c'était à Orléans, hein, c'était de rapprocher la fac de lettres. Et à l'époque, il y avait un projet dans le quartier des Sceaux, hein, des vinaigreries. Et puis, donc ça n'a pas été une réussite puisque la fac de lettres a voté contre, hein, donc ça ne s'est pas fait. Hein, souvent, on nous pose la question, mais et si le conseil de DEG avait dit non? Ça ne se serait pas fait, tout simplement. Hein. Il y a le précédent, de 2004, la fac de lettres a dit non. C'est impossible de faire contre les personnels administratifs, techniques, de services et les enseignants-chercheurs. Hein. Donc, alors vous connaissez la fiche d'identité de la fac de droit, je ne vais pas la reprendre. Hein. Nous avons effectivement des forces et des projets innovants. Le problème, c'est que souvent, on manque un petit peu d'appui, non pas en termes d'argent, hein, on le dit souvent, c'est pas tellement, alors bien sûr, le budget est contraint, mais c'est surtout en termes de postes, hein, postes administratifs, vous le savez bien, et postes administratifs pourvus. C'est une autre difficulté qu'on perçoit mieux cette année, comme vous le savez. Hein, avoir des postes, c'est bien. Pouvoir recruter sur les postes, c'est mieux. Or, il se trouve que, vu le redémarrage très rapide de l'économie privée crée des emplois qui sont souvent, c'est vrai, mieux rémunérés que dans le public. Donc, on a beaucoup de mal à recruter sur les postes qui nous ont pourtant été attribués par l'université. Donc l'idée, elle est simple, et je vais très vite terminer pour donner la parole à Fouad. Ce sont deux visuels, bien sûr, de Madeleine, hein, qui vous montrent la qualité des bâtiments anciens et des cours. Nous avons effectivement accepté hein, la proposition de la mairie à l'époque, de la métropole aujourd'hui, hein, de prendre ces bâtiments de l'hôpital général 17e, 18e siècle au cœur de la ville d'Orléans et dans un quartier qui est en profonde rénovation,
et d'avoir des bâtiments nouveaux à la place de l'ancien bâtiment La Mère et l'Enfant. On a tous, pas quelque chose en nous de Tennessee, mais quelque chose en nous de La Mère et l'Enfant, hein, ici à Orléans, voilà, puisque beaucoup d'entre nous, soit les plus jeunes y sont nés, soit, comme moi, les plus anciens, y ont eu leurs enfants. Donc voilà, il y a un attachement fort avec ce lieu, en tout cas, et donc le bâtiment de La Mère et l'Enfant, hein, des années 80, a été détruit. Et l'avantage, c'est qu'il y avait déjà eu des fouilles archéologiques. Vous savez que souvent, les fouilles archéologiques peuvent retarder énormément un projet. Bien entendu, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Bon. Là, d'ailleurs, si on refaisait des fouilles, je pense qu'on trouverait beaucoup de choses. Mais bon, il n'en est pas question. Et donc, c'est là que va être bâti un parking souterrain et au-dessus, donc, nos amphithéâtres, nos salles de cours, le bâtiment nouveau, hein, et le Learning Center, c'est-à-dire la nouvelle bibliothèque universitaire, mais plus insérée, plus imbriquée à nos enseignements. Et puis, bon, j'en dis simplement un mot, hein, le contenu pédagogique de ce nouveau départ qu'on a voulu utiliser comme tremplin avec le projet Batel, que ce ne soit pas simplement un déménagement à l'identique, hein, ce qui, à nos yeux en tout cas, il y a 5 ans, hein, quand on a commencé à étudier le projet, en particulier avec Fouad, ne justifiait pas hein, le déménagement en tant que tel, c'était de donner du contenu hein, pédagogique et donc des innovations. C'est vrai qu'on a pensé dès cette époque au prépa talent, hein, les deux qu'on vient d'ouvrir, donc la classe préparatoire intégrée à l'École nationale de la magistrature, la prépa talent ENA, à l'époque on disait, donc aujourd'hui Institut du service public, hein, que va ouvrir Fouad dans quelques jours, ou c'est déjà ouvert? En novembre, très bien. Avec 15 étudiants hein, pour la première, ce qui est remarquable pour une première année. Et puis, bien sûr, on parlait tout à l'heure avec Béatrice Bouliou-Chef hein, et Stéphanie, les deux porteuses de cette double licence éco-gestion droit, hein, qui est un projet aussi très original et qui n'est pas la première brique. Il y avait déjà eu des DU, hein, des universités, mais la deuxième brique de l'école de la digitalisation des métiers du droit, de l'économie et de la gestion, qu'on ouvrira, donc on commence à ouvrir, et qui sera vraiment à maturité quand on arrivera en 2025 à Batel avec soit des masters reconfigurés, hein, des masters de l'IAE, de l'école de droit ou de l'école d'économie, qui se transformeront pour intégrer la compétence et la donner aux étudiants, la compétence maîtrise des data, hein, des données, et puis quelques masters nouveaux, donc transversaux, hein, qui utilisent les compétences de nos 3 écoles. Et puis les mineurs santé, vous savez qu'on en a ouvert une à Bourges, hein, avec mon ami Dominique Messinéo l'an dernier, hein, qui est une réforme des études de santé, mais je ne développe pas, si vous avez des questions, on y reviendra. Et puis, on est actuellement en réflexion avec en particulier les économistes, hein, avec Xavier, avec Thierry, avec d'autres, hein, sur la possibilité d'ouvrir une mineure également, peut-être en économie à Châteauroux, peut-être, pourquoi pas, c'est pas encore tranché, hein, c'est les économistes qui diront ce qu'ils veulent faire, à Orléans, pourquoi pas, puisque ça permettrait hein, d'accueillir des très bons bacheliers, plutôt avec des spécialités scientifiques, qui après seront très bons aussi en économie, voilà, dans cette région qui, comme vous le savez, manque beaucoup de professionnels de santé. Et donc, j'en ai terminé, vous voyez, avec des affiches qui sont pas d'hier, parce qu'elles sont en 1929, au moment du 500e des fêtes de Jeanne d'Arc. Hein, vous voyez que l'hôpital Madeleine et cette vue d'Orléans qui est toujours superbe, hein, on peut y aller. Alors, c'était pas encore des voitures électriques, mais en Peugeot, en General Motors, comme vous voudrez, mais en route vers la porte Madeleine. Alors, cher Fouad, il est là. Parfait. Est-ce que tu as besoin de changer de clé? Oui. Bien sûr, hein, on pourra revenir sur tous ces points lors des échanges. Et puis, autour d'un verre. Merci.
T'arrêtes l'antivirus en dessous. Ouais. Moi, en fait, il est en train de tourner l'antivirus, c'est derrière la fenêtre. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler des derniers développements par rapport au projet Madeleine. Alors, peut-être une précaution tout de suite, au risque de vous décevoir. Je ne pourrais pas tout vous montrer par rapport aux éléments de documentation que nous avons pu recevoir ces dernières semaines, ces derniers mois, tout simplement parce que, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, on a avancé évidemment dans la procédure, puisque désormais le cabinet qui va assurer la maîtrise d'œuvre est désormais officiellement désigné, donc c'est le cabinet Vincent Pereira. Par contre, on est encore en discussion sur un certain nombre de sujets pour lesquels on a pu par exemple manifester des réserves lors de la présentation du projet. Et donc les marchés publics sur le projet définitif ne sont pas encore signés. Donc il y a des documents qu'on ne peut pas encore diffuser parce qu'ils ne sont pas encore définitifs. Par exemple sur des éléments un peu plus précis sur la manière d'organiser les différents étages, par exemple dans un bâtiment neuf ou dans le bâtiment ancien. Donc ça, ce sont des pièces que je ne pourrais pas diffuser pour ces raisons tout à fait juridiques. Alors en termes de calendrier, peut-être un rappel sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Au mois de juillet, il y a eu la découverte des offres présentées par les différents cabinets en présence. Donc il y avait 4 cabinets au départ, et finalement 3 d'entre eux ont fait le choix de présenter le concours, de se présenter au concours et donc de présenter un dossier de candidature. Donc à cette réunion du mois de juillet, donc une réunion sur 2 jours, nous étions 4. Donc je représentais la faculté, il y avait Cécile Diouf du côté du service immobilier de l'université, il y a aussi Jean-Pierre Cornet qui travaille sur le projet immobilier de l'établissement, et il y avait également Philippe Cerisier donc, qui représentait le SCD, donc le Centre commun de la documentation. Et donc tous les 4, nous représentions l'établissement pour examiner les offres sur le plan strictement technique, pour identifier ce que nous en pensions par rapport à nos demandes. Et évidemment, je me suis beaucoup appuyé sur nos discussions que nous avions eues quelques semaines auparavant à l'occasion des ateliers Madeleine. Nous avions, à l'occasion de ces échanges, des certain d'idées. C'est tout de même un document qui fait une 50aine de pages au final, quand on en fait la synthèse, donc des échanges très riches. D'ailleurs, je profite pour remercier à nouveau tous les collègues qui ont pris du temps pour participer à ces ateliers, surtout que le contexte était assez peu favorable aux échanges. On était en pleine crise sanitaire, on était encore beaucoup à travailler en télétravail à distance. Et donc, on a eu beaucoup d'ateliers d'ailleurs en visioconférence. Donc, merci encore à tous les collègues qui ont pris le temps, parce que tout ce travail a été très utile au moment où on a examiné les offres pour identifier ce qui nous paraissait intéressant ou pas pour l'établissement. Donc, au terme de ces 2 jours de réunion avec la petite équipe université et faculté, on a identifié ce qui nous paraissait intéressant, le projet le plus intéressant pour l'établissement. On a fait remonter aux doyens et aux présidents de l'université nos remarques sur les projets en présence, avec en particulier celui qui nous semblait le mieux adapté aux intérêts de l'établissement. Et en septembre, je n'ai plus la date exacte en tête, Pierre, je pense que c'était en tout cas au mois de septembre, donc il y a eu le jury du concours qui s'est réuni. Donc cette fois-ci, c'était vraiment la dimension décisionnelle, en quelque sorte, puisqu'au mois de juillet, c'était vraiment l'analyse technique des premières offres. Et donc au mois de septembre, le jury s'est positionné sur le projet que nous avions identifié en juillet comme le meilleur pour l'établissement. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Dans le jury, pour l'établissement, il y avait Pierre et Éric Blond, notre président, et le reste du jury était composé d'élus et d'architectes aussi de mémoire. Et donc c'est le projet qui nous semble être, encore une fois, le meilleur pour l'établissement qui a été retenu. Donc ça, forcément, c'est bien sûr pour nous une bonne nouvelle. Alors, que peut-on dire de ce qui a été ces dernières semaines? Alors peut-être pour rappeler des éléments de contexte, en particulier pour les collègues qui n'ont pas forcément la connaissance du projet, en tout cas dans ces détails, peut-être un plan de situation pour rappeler de quoi nous parlons. Donc le projet Madeleine s'inscrit dans un cadre qui est plus large, qui est celui d'une zone d'aménagement concertée, donc
donc, qui est la ZAC K Madeleine, donc, qui se trouve en centre-ville d'Orléans, au bout de la rue des Carmes, et à proximité de ce qu'on appelle le boulevard Jean Jaurès, qui est sur votre gauche. Et donc ici, c'est l'emprise dans sa globalité. On voit que les bâtiments anciens qui ont été démolis, donc c'est toutes les parties que vous voyez en blanc, en vierge, donc ce sont les espaces qui ont été détruits et qui vont laisser place ces prochaines années à un certain nombre de constructions. Il y aura certes une construction universitaire, on va y revenir, c'est celle qui sera sur l'espace en blanc le plus à gauche, et le reste des espaces blancs aujourd'hui, ce seront de futurs logements principalement, puisque au regard de l'origine juridique des ZAC, il faut que l'opération soit financièrement à l'équilibre. Et donc l'idée, c'est qu'avec le logement, l'opération le sera, en dépit donc, des constructions qui seront plutôt orientées service public. Donc université et aussi une emprise qui va concerner le Crous, j'en dirai là encore un mot. Donc sur cette ZAC qui va être complètement reprise et construite, nous allons nous orienter plutôt sur la partie gauche, autour du bâtiment ancien donc, qui s'appelle l'Hospice Général ou l'ancien Hospice Général, donc par opposition au bâtiment plus central qui s'appelle l'Hôtel-Dieu et qui donnera lieu à une autre affectation. Donc nous, on va être sur la partie la plus à gauche et plus exactement cette emprise-là, vue d'en haut, donc du côté de la rue Port-Madeleine et du boulevard Jean Jaurès en termes de voisinage. Sur cette image, vous voyez derrière la partie ancienne ce qui était l'ancien bâtiment alors en poste. Comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est le bâtiment La Mère et l'Enfant, donc l'ancienne maternité, donc bâtiment qui a été rasé pour ensuite laisser place à ce qui sera un bâtiment neuf universitaire, donc on appelle généralement le pôle étudiant. Une autre vue qui permet de mieux matérialiser l'emprise universitaire, donc ce qui va nous concerner nous en particulier en DEG, donc c'est la partie en rose, avec donc deux questions qui peuvent se poser. Je reviendrai sur l'une d'entre elles par la suite. La première question, c'est le bâtiment qui est central, disons, par rapport à la partie ancienne du site. Donc c'est un bâtiment qui s'appelle la Chapelle Saint-Charles, donc qui est aujourd'hui au milieu, on va dire, des deux cours anciennes qui formaient l'ancien hospice général. Et donc il y a un enjeu autour de cette Chapelle Saint-Charles. J'aurai l'occasion d'en discuter. Concernant l'autre cour et donc les bâtiments qui l'entourent, donc ce sera notre futur voisin. Et aujourd'hui, on sait qu'il s'agira de l'ESCP, donc l'École supérieure des travaux publics, donc une école qui va s'installer à Orléans d'ici quelques mois et qui va être notre voisin direct. Alors vous vous souvenez peut-être, je fais ici un très rapide historique, qu'à l'origine, le projet visait à nous confier à déloger l'entièreté de la partie ancienne, puisqu'il s'agissait d'occuper les deux cours, d'occuper l'entièreté du bâtiment. Il y a eu une révision du projet quelque peu inattendue, qui nous a amené à envisager d'être uniquement sur du neuf. On avait été complètement exclus de la partie ancienne. Donc ça avait été une très mauvaise surprise de la part de nos partenaires. Et on avait, après négociation, réobtenu en quelque sorte une partie ancienne pour pouvoir s'inscrire dans cet hospice général pour des questions d'image, mais aussi pour des questions d'espace, puisqu'il me semblait assez impossible de pouvoir tout placer dans la partie neuve. Donc une demi-satisfaction en quelque sorte, en récupérant une emprise sur l'ancien, mais bien sûr une légère déception toujours par rapport à cette perte par rapport au projet initial. Donc l'avenir dira si ce voisinage sera amené à durer ou si les contraintes immobilières nous amèneront à faire évoluer les choses. La question reste ouverte sur le sujet. En tout cas, vous le voyez tout de suite, un campus qui va s'organiser autour de deux blocs, un bloc ancien et un bloc neuf qui va être donc bâti à la place de l'ancienne maternité, donc la Mère et l'Enfant.
Donc très rapidement, il est apparu que la répartition des fonctions se ferait ainsi. Un pôle neuf qui serait le pôle étudiant, avec les amphithéâtres, les salles de cours, et puis un espace restauration comme on connaît aujourd'hui, la cafétéria du RU. Et puis très rapidement également, on s'est dit que travailler de manière plus étroite avec le Learning Center, avec le SCD, pour être plus précis, la bibliothèque universitaire, serait un plus pour bénéficier notamment de leurs horaires d'ouverture un peu plus larges, notamment en termes de week-end, et puis pour qu'il y ait une meilleure connexion entre nous et eux dans la vie au quotidien de l'établissement. Et donc c'est pour ça que très rapidement, l'idée que le Learning Center soit intégré dans le projet directement s'est imposée. Et aujourd'hui, je pense que c'est un élément intéressant et fort du projet. Alors j'utilise le terme de Learning Center par habitude. C'est vrai que c'est une bibliothèque universitaire dans l'esprit, mais Learning Center, c'est un label qui est utilisé et qui permet d'obtenir des financements européens supplémentaires. Donc c'est simplement une question de financement. Donc on utilise cette formule-là, mais clairement c'est une bibliothèque universitaire 2.0, évidemment, avec des aspects touchant au numérique, aux espaces de travail, etc. Sur cette répartition des fonctions, je ne détaille pas plus, on aura l'occasion d'en rediscuter. C'est vraiment cette partie, cette dichotomie plutôt des fonctions avec l'administration, la scolarité, les bureaux des enseignants-chercheurs, la situation des laboratoires, dans la partie ancienne, et donc dans la partie neuve, tout ce qui va toucher à la pédagogie au sens large, ainsi que la bibliothèque universitaire. Donc le schéma fonctionnel reprend ici cette dimension-là des choses. Donc la mairie d'enfants, donc le bâtiment au moment de sa destruction, donc pour laisser place à cet espace complètement vide, derrière l'ancien hospice général. Aujourd'hui, on est clairement sur une reconstruction intégrale sur le site. Donc on arrive au projet du cabinet d'architectes. Donc je vais commencer avec la partie neuve pour une présentation de ce à quoi ça ressemble, et puis aussi peut-être de ce qui nous a motivés dans le choix de ce projet par rapport aux deux autres qui avaient été présentés concurremment. Donc ici, une matérialisation de ce à quoi ça va ressembler, donc la partie pédagogie sur la gauche et la partie ancienne sur la droite. Ce qui nous a intéressé dans ce projet, sur l'aspect strictement esthétique, si j'ose dire, c'est que ça nous paraissait meilleur par rapport aux autres projets. On avait, pour le dire très rapidement, un projet qui avait tout axé sur la partie vert, tout en vert, l'aspect lumière, etc. C'était séduisant sur le papier, mais on n'était pas forcément très rassuré, disons, sur ce que ça donnerait au quotidien. Est-ce que ça donnerait aussi bien au quotidien, notamment lorsqu'il y a des traitements qui sont donnés au vert, pour qu'ils puissent, par exemple, faire face au feu, etc. Et puis, Cécile Diou, en particulier, est assez inquiète sur la partie entretien. Parce qu'évidemment, beaucoup de verre, ça s'entretient, et donc elle n'était pas forcément très rassurée sur les moyens possibles pour réaliser cet entretien au quotidien. L'autre projet, c'est un peu différent, puisqu'on avait, de manière assez unanime, trouvé qu'esthétiquement, c'était assez daté, paradoxalement, par rapport à la situation du site et au fait de sa proximité avec un bâtiment ancien classé, parce que j'ai oublié de le dire, mais l'ancien hospice général est un bâtiment classé au monument historique, et donc on a l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, qui est toujours associé au projet. Donc esthétiquement, ça nous paraissait être le meilleur projet, d'autant plus que, contrairement à aux autres projets, il y avait aussi cette entrée qui était un peu plus marquée, un peu plus monumentale, et qui permettait de montrer de manière un peu plus affirmée la présence de la faculté en centre-ville, alors que les autres projets étaient un peu plus modestes, on va dire, en termes de présentation. Donc ici, une vue un peu plus détaillée sur la manière dont le cabinet a conçu ses façades, avec cette idée de double hauteur, de construction duale finalement de ces façades. Donc c'était quelque chose d'assez travaillé, disons, par rapport aux autres projets. Ici, une autre vue qui permet de voir un peu plus précisément comment il a construit son projet avec ces deux niveaux de visibilité. Donc une partie basse plutôt transparente et la partie ouvragée plutôt vers le haut de la façade. Donc quelque chose qu'on avait trouvé plutôt intéressant esthétiquement. Et donc ici, pour une vue un peu plus détaillée de ce qui va être le niveau supérieur en termes de conception générale du projet.
on avait trouvé ça plutôt intéressant sur le plan strictement esthétique par rapport aux autres projets. Donc, sur cette vue, l'entrée, comme je le disais, qui nous avait paru intéressante par son caractère un peu plus monumental, un peu plus marqué. On pourra imaginer évidemment par la suite des choses qui pourraient marquer de manière plus détaillée la présence de la faculté. Est-ce qu'il faudra mettre des éléments au sol? Est-ce qu'il faudra inscrire des choses au niveau de l'entrée? C'est tout à fait envisageable, bien sûr. Mais en tout cas, ça permettra, à mon avis, de donner une visibilité plus forte à l'établissement au sein de la ZAC par rapport, ne serait-ce qu'à cette entrée. Donc, sur ce qu'on découvre lorsqu'on franchit cette entrée monumentale, c'est le grand hall qui a été imaginé par le cabinet. Alors, on a trouvé que ce projet était intéressant parce qu'il correspondait bien à un élément qui était ressorti assez fortement à l'occasion des ateliers, c'est-à-dire la volonté que dès qu'on rentre dans la faculté, on sent que celle-ci est extrêmement dynamique. Et c'est le projet qui nous a paru le meilleur de ce point de vue. J'ai notamment souvenir d'échanges qu'on avait eu avec Lynn, tu t'en souviens, sur la volonté de placer les associations étudiantes dès l'entrée, finalement, pour qu'on puisse sentir la vie du campus. Donc c'est le projet qui envisageait ça, une présence des associations étudiantes dans le hall, avec la proximité de la cafétéria universitaire et à proximité d'une entrée importante du Learning Center. Donc on était vraiment en présence d'un hall qui permettait de croiser ces trois options et qui était, à mon avis, la plus favorable à la vie étudiante, puisque dans le même espace, on va trouver les associations étudiantes, la cafétéria et aussi des espaces de repos, comme vous pouvez le voir ici. C'est quelque chose d'assez intéressant en termes de vie étudiante. En tout cas, c'est le projet qui nous a apparu le meilleur sur la question de la vie étudiante. Et évidemment, pour nous, c'était un enjeu important. On en avait largement parlé à l'occasion des différents ateliers. Au-delà de cette dimension-là, on avait aussi trouvé intéressant la volonté de marquer un peu de manière architecturale le projet. Et j'attire votre attention en particulier sur les escaliers qui nous avaient intrigués sur le moment, parce qu'on n'avait pas très bien compris comment on faisait pour les emprunter. C'est après qu'on a compris qu'il fallait les emprunter, mais en rentrant à l'intérieur et non pas en marchant dessus. Donc ça donne aussi un élément de cachet et d'originalité. C'est pas inintéressant. Alors évidemment, c'est une précaution d'usage qu'il faut avoir. Bien sûr, on est en présence de plans, d'esquisses, etc. Donc il faudra voir ce que ça donnera de manière très concrète. Mais évidemment, on était sur les trois projets en présence du même ordre de présentation. Donc il faudra voir concrètement ce que ça pourra donner. Mais en tout cas, on a trouvé que c'était intéressant pour la vie étudiante et aussi pour les forces données à une recherche, disons, de cachet ou de signature architecturale. Une autre vue ici de ce hall d'entrée, qui va être un élément un peu central, puisque l'idée, on avait longuement échangé avec Philippe Cerisier, c'était d'imaginer un espèce de centre d'accueil qui soit mutualisé entre Learning Center, bibliothèque universitaire et faculté. Donc pour qu'on puisse accueillir les usagers de manière mutualisée entre la bibliothèque et la faculté, avec là encore la possibilité de bénéficier des horaires particuliers du Learning Center, parce que Philippe Cerisier nous disait que dans son projet, l'idée c'était parfois d'ouvrir jusqu'à 22h, d'ouvrir le week-end, samedi et dimanche, donc d'avoir des horaires d'ouverture très élargis, et donc naturellement le fait d'avoir une entrée commune et d'avoir une banque d'accueil commune, ce sera intéressant pour la visibilité de l'établissement de manière tout à fait globale. Donc sur votre droite, vous voyez donc un cycliste qui va ensuite rejoindre l'aspect garage à vélo. Donc il y a pas mal de choses qui sont prévues de ce point de vue sur l'aspect infrastructure. Parce que j'ai oublié de le mentionner, c'est Nicolas. Sous la partie neuve, il y aura un parking qui sera aménagé par Orléans Métropole. Et donc ça nous donne l'accès à un certain nombre d'infrastructures, notamment garage à vélo ou encore garage pour automobile, mais ça reste encore à affiner avec eux par rapport à l'affectation exacte des places. Et un grand garage à vélo aussi au niveau de l'arrêt de tram qui sera modifié très probablement, qui est aujourd'hui Croix-Morin, à la place Croix-Morin, et qui sera plus proche de l'entrée effectivement de la coulée verte du campus. Exactement. Sur encore une fois une vue du hall, et donc le fameux escalier, on saisit avec cette vue qu'il s'agit de l'emprunter par ce biais-là. Et donc, pour pouvoir accéder aux étages,
qui vont composer le site. Donc on est sur une voie du R+3, plus une toiture accessible digitalisée. Donc on va être sur plusieurs étages ici qui vont ventiler les amphithéâtres, les salles de cours, etc. Donc un patio qu'on a trouvé plutôt réussi. Alors quelle était la contrainte pour l'architecte? Donc c'est quelque chose qu'on avait demandé, notamment à la suite des ateliers. C'était l'aspect lumière. Évidemment, à la source, on s'est habitué à un certain confort de ce point de vue, avec des amphithéâtres ouverts, des salles de cours qui sont également systématiquement ouvertes vers l'extérieur. Alors évidemment, le centre-ville, ce n'est pas un campus arboré comme le campus de la source, bien sûr, mais l'idée, c'était aussi de pouvoir demander dès le départ un accès à la lumière naturelle le plus ouvert possible. Et donc ici, on est sur un R+3, si ma mémoire est bonne. Donc c'est l'étage où finalement, on avait des salles de cours, des salles de télé qui étaient, pour certaines en tout cas, sans accès à la lumière naturelle, parce que sur le plein axe, en fait, le plein centre de l'étage. Et donc l'idée du cabinet, c'était d'inventer une sorte de patio qui permettrait d'apporter cette lumière naturelle, avec donc des salles de cours qui seraient des salles de télé qui seraient tout autour du patio, de manière à apporter cette lumière naturelle. Donc on avait trouvé que cette idée était assez judicieuse de ce point de vue. Sinon, sans pouvoir rentrer encore une fois dans les détails, puisque comme je vous le disais, les plans par étage restent aujourd'hui confidentiels parce que les marchés publics ne sont pas signés et les documents pas définitifs. On a prévu des amphithéâtres au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du R+1 et du R+2. Et les salles de cours vont être au niveau R+2, R+3. Et ce projet est très bien réussi sur l'aspect salle de cours, puisque les espaces de circulation ont été particulièrement bien pensés, avec la possibilité d'accéder aux différentes salles sans qu'il y ait de phénomène d'entraînement, où on serait avec des couloirs assez larges, assez bien conçus, pour qu'on puisse circuler assez facilement. Et on a trouvé que c'était très bien réussi par rapport à un autre projet en particulier, où les salles de cours, les salles de télé donnaient lieu à une espèce de labyrinthe. On tombait parfois sur des cul-de-sac, etc. Bon, c'était assez particulier en termes de conception, donc ce projet-là nous paraissait le plus intéressant. Néanmoins, on a posé une réserve sur ce projet par rapport à la question des amphithéâtres. Alors, ce n'est pas la question du nombre, ce n'est pas la question de l'ouverture à la lumière. Donc là-dessus, le cabinet a suivi nos demandes et a cherché à chaque fois d'ouvrir les amphithéâtres vers l'extérieur. Ce qui nous a interpellés, c'était plutôt la manière dont ils ont pensé les accès aux amphithéâtres, où on trouvait en gros, pour qu'il y ait 500 étudiants qui rentrent et 500 étudiants qui sortent en même temps, c'était un peu serré en termes d'espace. Et on voyait pas bien comment concrètement ça pouvait bien se passer en termes de gestion des entrées-sorties des amphithéâtres, avec en particulier des amphithéâtres où les effectifs sont les plus forts. Donc là-dessus, on a posé une réserve. Et donc le cabinet va retravailler le sujet pour nous faire d'autres propositions sur la manière dont les entrées et sorties vont être redécidées pour qu'il y ait un peu plus d'espace pour la gestion des flux de passage. Là-dessus, pour nous, c'est un élément particulièrement important. Mais pour le reste, on avait trouvé que les amphithéâtres étaient plutôt bien pensés et les salles de cours aussi, vraiment très bien réussies, avec ici des choses bien réfléchies. Oui, alors que, comme tu l'as dit, hein, le premier projet qui d'ailleurs a reçu, on peut le dire, je pense, hein, les voix de certains architectes en particulier, membres du jury, hein, il y a 3 voix sur 12, comptaient des amphis enterrés. Et donc je me suis dit, est-ce que les architectes ont déjà eu cours 8 heures de suite en amphi à la lumière artificielle? Bon. Donc là, effectivement, tu l'as très bien dit, hein, les amphis sont vraiment très bien conçus. En revanche, la circulation, je suis tout à fait d'accord. Même si, en y réfléchissant, je me suis dit que quand on regarde nos amphithéâtres en particulier, les classiques, si j'ose dire, hein, Potier, etc., il n'y a pas des espaces énormes, en fait, pour sortir. Alors, c'est vrai que parfois, les étudiants sortent vers l'extérieur. Bon. Ce qui arrange. Mais sinon, tu sors d'Erasme ou tu sors de Révigny, où les couloirs ne sont pas immenses. Hein. Comme tu l'as dit, en fait, la différence, c'est qu'on peut sortir sur les côtés, exactement, à l'avant du théâtre, alors que ce n'était pas conçu comme ça dans les premiers plans qui ont été suggérés. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que les étudiants seraient à l'étroit pour les entrées et sorties, encore une fois, sur des effectifs à 500-600 étudiants.
Donc on va voir ce que ça va donner lorsqu'ils répondront à la réserve. Mais pour le reste, côté salle de cours, en tout cas, là-dessus, on était très, très convaincus. Alors la vie étudiante, j'en ai parlé lorsque je vous ai montré le hall. Donc c'est vraiment ici un espace qui avait été bien conçu, avec tout concentré à ce niveau-là. Et donc je reprends ici mes notes pour simplement dire que Philippe Cerisier était très satisfait du projet s'agissant de la bibliothèque. C'est évidemment un élément qui va compter pour nous, puisque la bibliothèque va être sur 2 étages. Certains projets imaginaient la bibliothèque sur 3 étages, donc il était assez réticent à cela, parce qu'il trouvait que c'était très difficile à gérer. Donc 2 niveaux, ça lui semblait très bien, avec notamment un rez-de-chaussée assez conséquent, puisque 424 places sont prévues pour le rez-de-chaussée. Donc il sait qu'il peut par exemple faire le 2e étage et uniquement fonctionner sur le rez-de-chaussée, en ayant déjà une capacité d'accueil assez riche. Et pour le reste, sans rentrer dans les détails, il était plutôt satisfait de la manière dont c'était conçu pour la bibliothèque. Donc évidemment, pour nous, c'est intéressant également pour nos étudiants et aussi pour nos activités en tant qu'enseignants-chercheurs. Et le dernier point sur cette partie-là, c'est l'aspect signature. J'en ai parlé à quelques reprises, l'entrée monumentale, le patio, l'aspect escalier, et puis la toiture terrasse, je vais y revenir. Donc ça n'a l'air de rien, mais ce sont aussi des éléments qui donnent caché au site une certaine originalité. Et donc ça, je trouve que c'est aussi un élément qu'il fallait qu'on puisse obtenir sur cette dimension des choses. Et donc sur la partie faible, c'était vraiment la dimension amphithéâtre et surtout accès à l'amphithéâtre, où il nous semblait qu'il y aurait sans doute à retravailler de ce point de vue. Donc là, comme je le disais, on est au R+3, donc le dernier étage, où il y aura des salles de cours exclusivement. Et donc au-dessus, il y aura une toiture terrasse. Donc là encore, c'est quelque chose qui était ressorti de nos ateliers de réflexion interne. Et donc le cabinet a proposé un toit avec une répartition des fonctions en 3 parties. Une partie panneau photovoltaïque pour l'aspect environnemental, énergétique, etc. Une partie végétalisée, mais sans accès des personnes. Et une partie, le dernier tiers, en quelque sorte, qui va être accessible aux usagers, donc naturellement les étudiants. Je pense que c'est un élément intéressant pour eux, en particulier pour ceux qui seront en cours immédiatement à l'étage en dessous, puisque ça leur évitera d'avoir à redescendre et à sortir du bâtiment pour faire une pause en plein air. Donc, ils pourront directement accéder à la toiture. Et évidemment, ce sera aussi intéressant pour les équipes administratives et les enseignants-chercheurs de DEG, en particulier lorsque les étudiants sont moins présents sur le site. Et on sait qu'à partir du mois de mai, par exemple, on a une présence étudiante moins forte. Donc, naturellement, on pourra en bénéficier. Je pense que ce sera un élément intéressant. Donc ici, c'est la manière dont ils ont conçu les choses. Donc pareil, on a des visuels, des esquisses, des projets. Il faudra voir concrètement ce que ça va donner. Mais bien l'idée, c'est un peu de fonctionner comme ça, avec cette idée d'avoir des espaces ouverts au public pour qu'on puisse bénéficier de certaines perspectives, en particulier avec la cathédrale ou la Loire, et avec cette présence de la végétalisation. On verra ce que ça donnera en termes de résultats, mais sur le fond, ça correspond à ce qu'on avait demandé au regard des ateliers et ce qui avait été remonté par les participants. Après, on va aller vers l'ancien. Donc, ici, on est sur la partie nord du bâtiment neuf. Donc, il y a une ouverture qui est prévue ici pour qu'on puisse basculer vers la partie ancienne. Donc, c'est le seul projet qui imaginait une jonction nord-sud entre le bâtiment neuf et le bâtiment ancien. Les autres projets étaient plutôt sur une ouverture latérale de la partie ancienne. Ça nous paraissait un peu moins fluide qu'une ouverture nord-sud qui permet de basculer de manière peut-être un peu plus logique d'un bâtiment à un autre. Et donc, juste en face, il sera prévu une ouverture dans la partie ancienne pour qu'on puisse faire la jonction entre les deux bâtiments. Alors, sur la partie ancienne, Pierre nous a montré des images tout à l'heure. Ce qui nous paraissait intéressant, c'était de bien réfléchir l'aménagement de la cour intérieure, donc il y a pu avoir des usages extrêmement différents, notamment un parking, à l'époque où le site était occupé par l'hôpital. Donc évidemment, autre chose qu'un parking. Et donc le cabinet a proposé de ce point de vue
quelque chose qui ressemblerait à ça, avec une végétalisation de la cour intérieure, comme on l'avait demandé, là encore, à l'occasion des ateliers. Alors sur cette question de végétalisation, je pense que les jeux ne sont pas du tout fermés. Je pense qu'il reviendra de dire si on souhaite quelque chose de plus marqué, ou si on souhaite quelque chose de plus modeste, à l'inverse. Là-dessus, les jeux, à mon avis, sont encore assez largement ouverts, dans la perspective, bien sûr, réfléchie par le cabinet, qui n'a pas fait cette esquisse par hasard, puisque dans les documents qui avaient été transmis, nous avait indiqué ça. Donc ça, c'est leur méthodologie pour arriver à ce résultat, donc de partir d'un jardin à la française tout à fait traditionnel et de le déconstruire pour arriver au résultat que vous avez pu voir juste avant, c'est-à-dire celui-ci. Donc, mais là, je pense que les jeux ne sont pas fermés, donc on pourra en rediscuter. Mais en tout cas, sur le principe de la végétalisation de la cour ancienne, je crois qu'il n'y a pas de sujet particulier. Sur la partie ancienne, c'est la partie qui finalement a suscité le plus de réserves chez nous dans la discussion qu'on a pu avoir à l'occasion du mois de juillet, parce qu'on a senti que là, les choses étaient peut-être moins bien prises en compte par rapport à nos ateliers et à nos demandes. Donc là-dessus, alors non pas que nous manquions d'espace, c'est pas du tout ça, c'est simplement que le cabinet a pris un peu plus de liberté pour répartir les espaces. Sans doute du fait des contraintes attachées à une partie ancienne, classée, avec un certain nombre de sujets évidemment importants. Mais là-dessus, on a prévu dès le mois de novembre de se retrouver pour faire un point et avoir d'autres plans un peu plus précis, un peu plus forts, mais qui permettent de correspondre un petit peu plus à nos attentes. Et je pense que là, c'est peut-être une question de calendrier, parce qu'on a mené nos ateliers finalement assez tard, pour des raisons tout à fait légitimes, parce que crise sanitaire oblige, travail à distance, etc. Donc on a eu nos résultats finalement des échanges un peu tardivement. Le cabinet avait déjà commencé à travailler en fait. Et lorsqu'on est revenu vers eux en disant qu'on souhaitait conserver l'organisation par école, notamment, c'est quelque chose qui est vraiment ressenti très clairement de nos débats internes, avec cette volonté de voir l'IAE visible, l'école de droit visible, l'école d'économie visible. Eux étaient partis sur quelque chose d'un peu différent. Donc il faut qu'on reprenne les choses, mais je vous avoue que je ne suis pas très inquiet, parce que finalement ça ressemble à une partie de Tetris, c'est-à-dire que les pièces on les a, les briques sont identifiées, ça ne pose pas de problème, c'est simplement qu'il va falloir les replacer dans le bâtiment ancien, donc je pense que ça se fera assez naturellement. Donc à partir du mois de novembre, on va retravailler là-dessus. Mais en tout cas, en termes d'espace, c'est peut-être l'élément principal à retenir. Il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de mauvaise surprise. Là-dessus, tout va tenir. Donc ce n'est pas du tout une question d'espace, c'est plutôt une question de répartition des espaces pour que ça puisse mieux correspondre à ce qu'on avait discuté à l'occasion de nos différents ateliers. Donc ici, des vues globales. Avec la vue par le nord, donc avec la partie ancienne et la partie neuve au sud, donc ça va donner cela, et une autre vue globale, mais cette fois-ci par le sud. L'image est un peu déformée, je vous prie de m'en excuser, mais c'était une toute petite miniature, donc j'ai dû un peu l'étendre, donc ça vous permet aussi de voir comment ça va se placer par rapport au boulevard Jaurès. Et par rapport aussi au voisinage, s'agissant de la zone d'aménagement concerté. Et j'attire en particulier votre attention sur les bâtiments qui sont aujourd'hui en blanc, là sur la droite, puisque le bâtiment blanc au niveau du haut, ça va être notre voisin direct du Crous, et donc notre évidemment partenaire tout à fait quotidien, s'agissant du suivant de la composante. En tout cas, voilà pour la manière dont ça va être conçu, donc quelque chose de plutôt ouvert, puisqu'il s'agit avec ce projet et cette vague de créer un nouveau quartier à l'échelle d'Orléans, et donc d'ouvrir sur la ville à la fois le campus, mais de manière plus générale toutes les constructions qui vont suivre. Et donc, ça va nous amener ici à la question du Crous, avec un changement par rapport à ce qu'on avait évoqué dernièrement avec les collègues lors de nos points d'information. Donc, à la base, il était prévu, donc, sur ce qui a été cerclé en rouge par nous, donc deux choses, le restaurant universitaire et un gymnase, puisque notre demande, c'était aussi qu'on soit à proximité d'une installation sportive pour qu'on puisse, le cas échéant, faire des réservations. Et quand je dis nous, c'est à la fois les étudiants, les personnels administratifs, les personnels enseignants-chercheurs, et donc pour qu'on puisse tous accéder au sport, si on le souhaite, assez facilement.
Le travail sur le projet a amené à revoir un peu les choses, parce que le restaurant universitaire, finalement, va être plus qu'un restaurant universitaire, puisqu'il est prévu désormais, c'est une information assez récente, que 140 logements de Crous vont être aussi édifiés sur la ZAC. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les étudiants. Mais ça va avoir un impact sur le gymnase, puisque ça a conduit à le déplacer ailleurs. Je vais vous en dire un mot. Et donc, clairement, notre voisin d'en face, finalement, par rapport au bâtiment universitaire, ce sera le Crous, mais un Crous dédoublé en quelque sorte, puisqu'il y aura le restaurant universitaire et 140 logements, 140 chambres étudiantes qui seront donc en face de la faculté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors sur le gymnase, du coup, la question était de savoir ce qu'on allait faire sur cette dimension. Et donc le projet s'orienterait aujourd'hui maintenant vers une réhabilitation d'un gymnase qui existe déjà, mais qui a priori serait en mauvais état. Moi, je ne le connais pas, ce gymnase-là, donc le gymnase Pierre Dessau. Et c'est ce gymnase-là qui donnerait lieu à une réhabilitation de la part de la mairie et à une mise à disposition, notamment pour la faculté, l'université, pour qu'on puisse réserver des créneaux pour faire du sport. Et donc, j'ai testé la distance à pied pour voir ce que ça donnerait. Et donc, on est à 8-9 minutes à pied de la faculté. Ça me semble raisonnable. On en avait discuté, on avait trouvé que c'était une option qui était raisonnable par rapport à l'enjeu de la construction Crous sur le site. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc le cabinet est désigné, donc la maîtrise d'œuvre est désignée. Donc ce qui va arriver maintenant, c'est peut-être la phase la plus difficile d'une certaine façon, puisqu'il va falloir qu'on discute du détail et qu'on rentre dans ce qui va être les plans très fins de la future faculté, donc les tailles des bureaux, est-ce qu'il y a des cloisons ou pas, etc. Donc tous ces petits détails qui n'ont l'air de rien, mais qui sont en fait tout à fait décisifs sur la vie quotidienne de la composante. Et donc là-dessus, on va, je pense, travailler très rapidement avec la maîtrise d'œuvre, à mon avis, dès le mois de novembre, pour qu'on puisse, à partir des résultats des ateliers, identifier si les choses sont assez claires du côté de la maîtrise d'œuvre. C'est possible aussi que la maîtrise d'œuvre fasse remonter des questions au regard des informations qu'on aura communiquées en amont. Et là, naturellement, il faudra qu'on soit très réactif. Et quand je dis réactif, c'est une réaction collective, parce que je pense que moi tout seul, le doyen tout seul, n'arrivera pas à tout anticiper en termes de sujets. Il faudra nécessairement qu'on puisse éventuellement conserver la formule des ateliers qui avait bien marché, pour tout état de cause, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, en particulier pour identifier des sujets pour lesquels il faut qu'on soit extrêmement vigilant, parce qu'on va arriver à un stade où on ne pourra pas changer d'avis, ou alors on ne pourra plus faire remonter d'informations parce qu'il sera trop tard, le projet aura trop avancé pour qu'on puisse demander des choses supplémentaires. Donc là, c'est pour moi la partie la plus difficile, finalement, qui va commencer, mais qui, du coup, va être aussi le moment aussi le plus concret, puisqu'on va vraiment voir les choses se faire. Donc là-dessus, comme d'habitude, on tiendra informé au fur et à mesure du projet, et naturellement, on réactivera autant que nécessaire la formule des ateliers pour pouvoir éventuellement arbitrer des sujets qui ne seraient pas consensuels, qui ne seraient pas évidents, pour qu'on puisse caractériser, on va dire, la bonne réponse à donner à tel ou tel sujet. Pour finir, peut-être un sujet connexe, qui est celui de la chapelle Saint-Charles, dont je vous avais parlé au tout début, donc le bâtiment qui est un peu au milieu de la faculté et de l'école supérieure des travaux publics. Donc c'est un bâtiment qui aujourd'hui n'a aucune affectation. Donc la mairie ne sait pas quoi en faire, c'est elle qui en est la propriétaire. Et donc l'idée, c'était éventuellement de mener une action en parallèle pour essayer, alors non pas de la rattacher au périmètre universitaire, c'est pas l'idée, c'est toujours la mairie qui en conserverait à la fois la propriété et la charge principale, mais au moins qu'on puisse en être identifiés comme des utilisateurs potentiels. Ça pourrait être un élément intéressant en termes toujours de visibilité pour la faculté, visibilité parce qu'on pourrait imaginer beaucoup de choses, un lieu de prestige pour des moments solennels, ça pourrait être aussi de manière plus globale un musée d'université, comme Pierre l'a dit, l'université d'Orléans est très ancienne, mais c'est une histoire qui est très méconnue, même les Orléanais ne la connaissent pas nécessairement, donc ça pourrait être un élément intéressant à valoriser en termes patrimonial pour la faculté. Reste à trouver la bonne formule
pour essayer de faire en sorte que la faculté en profite, mais sans que ce soit une charge pour l'université. Et donc la piste éventuelle, ça pourrait être celle du mécénat, puisque depuis quelques mois a été réactivé le club des partenaires de la faculté, avec des partenaires notamment institutionnels, de grandes entreprises, de banques, etc. Et donc peut-être que ce club des partenaires pourrait être mobilisé, pourrait essayer d'être un peu le moteur de l'opération. Le président du club, Marc Dumas, a jusqu'à maintenant montré un vif intérêt pour cette perspective. Donc ça peut être un enjeu intéressant. Et pour que vous puissiez avoir une vision de ce que c'est ce bâtiment, qui a été dessiné par Gabriel, ça ressemble à ceci. Donc une belle façade évidemment. Et donc nous, la faculté, on serait vraiment sur la gauche. Donc on est vraiment sur le voisinage très direct de cette chapelle qui aujourd'hui reste sans affectation et qui donc nécessiterait un certain nombre de travaux en termes de réhabilitation et de sécurisation. Mais le site serait intéressant pour nous. Et pour une vue de l'intérieur, donc là encore l'image n'est pas de grande qualité, j'ai dû étirer un petit peu, mais ça ressemble à ça en termes de répartition des espaces. Donc on pourrait parfaitement imaginer des cérémonies, un petit musée d'université, enfin quelque chose qui serait intéressant sur le plan patrimonial et qui pourrait être assez valorisant pour la faculté si on arrivait à être identifié comme les utilisateurs principaux de ce site. Donc évidemment, la source d'inspiration, c'est ce que font les Anglais depuis longtemps, où ils valorisent depuis déjà plusieurs années ce type d'espace ancien. Et au-delà de la simple, on va dire, empreinte immobilière, il y a aussi l'empreinte symbolique que peut représenter ce type de bâtiment, et qui est pensé en rénovant un déplacement que j'ai dû faire il y a quelques mois, quelques années même, à l'université de Saragosse, où on nous avait fait visiter les éléments patrimoniaux de cette université. Donc ici, vous êtes en présence de la façade de la présidence de l'université de Saragosse, donc un bâtiment qui vous voyez un certain cachet. Et c'est assez naturellement qu'à partir de cette façade, ils ont conçu leur visuel universitaire, donc à partir donc, de cette façade stylisée. Et donc, évidemment, on pourrait imaginer tout à fait que cette chapelle, ou alors le clocheton, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, deviennent des éléments symboliques pour un marqueur visuel de la future faculté sur Madeleine. Voilà, je vous remercie. Je reste bien sûr à disposition pour les questions, soit ici en amphi, soit autour d'un verre. Peut-être, hein, Marion. Merci beaucoup, cher poète. Merci. Vu le timing, Marion, on passe directement peut-être. Voilà, hein, et donc les questions de manière informelle, autour d'un verre, ça sera plus sympa.